Bonsoir Emmanuel Hanaud. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de BFM Alsace. Vous êtes le directeur de la CTS, directeur général de la Compagnie des transports strasbourgeois. Pas de mort, pas de blessés graves. On n'est pas passé loin d'une véritable catastrophe. Comment vous sentez-vous? Quel est votre état d'esprit? Beaucoup d'émotions dans l'entreprise, beaucoup d'émotions dans l'agglomération, et ce soir mes pensées vont aux victimes et je souhaite leur adresser tout mon soutien, toute ma compassion et leur souhaiter un prompt rétablissement au nom de l'ensemble des salariés de l'entreprise. On est tous mobilisés et je souhaitais vraiment saluer et remercier tous les collègues qui se sont mobilisés. C'est formidable l'élan de solidarité qui s'est organisé tout le week-end pour que ce matin le service recommence et puis qu'on puisse accompagner les voyageurs qui sont vraiment un peu perdus et qu'il faut aiguiller depuis ce matin sur le réseau. Racontez-nous comment vous avez vécu les choses. Samedi après-midi, aux alentours de 15h, vous apprenez qu'il y a cet accident. Beaucoup d'inquiétude et ensuite vous comprenez qu'il ne va pas y avoir de blessés graves. Vous poussez un énorme ouf de soulagement. Alors, l'information des pompiers, que je souhaite remercier également pour la rapidité de leur intervention, ainsi que la police, a été très partielle et progressive au cours de l'après-midi. Donc quand on apprend l'accident, on est en liaison H24, 7 jours sur 7, avec notre PC à Cronenbourg. Sur un accident comme celui-ci, on ne se pose pas de questions, on prend la voiture et on va sur place. Et là, on regarde ce qui se passe, on discute avec les forces de sécurité, les secours qui s'organisent, qui nous disent évidemment attendez, il faut qu'on analyse, il faut qu'on accueille les blessés. Et puis c'est simplement en fin d'après-midi qu'on peut avoir un bilan. Et le bilan de cette fin d'après-midi, c'était personne en urgence absolue. Et c'était un vrai soulagement. Et alors, il y a quand même des blessés important, enfin une fracture, des contusions peuvent perturber la vie pendant quelques semaines. Et puis aussi un traumatisme pour vos équipes que vous évoquiez à l'instant. Vous me disiez, avant qu'on prenne l'antenne, vous êtes à la CTS depuis 21 ans. Oui. La CTS a, me semble-t-il, à Strasbourg, une image de sécurité, de fiabilité. Est-ce que cette image est abîmée ? Il faut effectivement, vis-à-vis des autres réseaux et dans le monde du tramway en France, on est plutôt cité en exemple. Alors il faut que cette enquête se poursuive, qu'on analyse exactement ce qui s'est passé, qu'on se remette en question aussi. Il faut qu'on se remette en question, mais quelque chose n'a pas fonctionné, il faut qu'on le comprenne. La sécurité, c'est notre priorité de tous les jours, à tous les conducteurs et toutes les conductrices, tous les régulateurs. Il faut que ça reste notre priorité, on n'a pas le choix. Les équipes d'Alstom sont arrivées aussi pour l'enquête, me semble-t-il. Il se passe quoi en ce moment dans le tunnel entre la station de la gare centrale et celle des Halles? Alors, les équipes d'Alstom ne sont pas encore sur place. Les tramways impliqués sont des tramways Alstom, évidemment. Pour l'instant, 2 enquêtes sont menées. Une première enquête par des officiers de police judiciaire et puis une deuxième enquête en parallèle par des experts du bureau enquête-analyse des transports terrestres, le BEATT. Donc en ce moment, ce qui se passe, c'est des constatations dans le tunnel, à l'intérieur des rames. C'est la raison pour laquelle le tunnel n'est pas accessible et les lignes A et D sont interrompues. Et puis des analyses, des expertises, des boîtes noires, enfin ce qu'on appelle des boîtes noires, ce sont tous les enregistrements des données, des datas qu'enregistrent les ordinateurs de bord. C'est l'analyse de la vidéo, des vidéoprotections qui sont dans les compartiments tramway. C'est l'audition de témoins, c'est l'audition des conducteurs, c'est l'audition des régulateurs. Avec ces éléments très techniques, boîte noire et tout ça, à vos yeux, on y verra en fait assez clair assez rapidement? On aura des éléments. Aujourd'hui, on ne les a pas. Mais j'espère qu'on aura des éléments assez clairs sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Parce que pour l'instant, le parquet dit que ce n'est pas un acte volontaire. Oui, ça c'est clair. Subsiste donc soit le problème technique, soit l'erreur humaine. On devrait savoir rapidement. J'espère qu'on le saura rapidement, puisqu'il y a un réseau à faire tourner, il y a des tramways à faire fonctionner. Et il faut qu'on le sache. Et derrière l'erreur technique, la palette des dysfonctionnements techniques est presque infinie. Ça peut être un dysfonctionnement mécanique, ça peut être un dysfonctionnement informatique ou bien de l'énergie, des alimentations électriques. Enfin, tout est vraiment sur la table pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et c'est la raison pour laquelle ces 2 enquêtes sont précieuses et on va coopérer au maximum avec les enquêteurs pour comprendre ce qui s'est passé. On entendait tout à l'heure les explications très claires de Léo Florence dans le journal sur le système de frein de ces trams. Ce tram ne fait pas partie de la dernière génération avec un système qui les empêche de reculer. Il n'était pas pour autant pas aux normes. Non, bien sûr que non. Tous les tramways qui circulent sur le réseau sont homologués, sont aux normes, sont extrêmement contrôlés par un service de l'État qui s'appelle le STRMTG, un service technique des remontées mécaniques et des transports guidés. Et le tramway en
question, donc c'est un modèle Alstom Citadis qui date de 2004-2005, dispose exactement des mêmes systèmes de freins que les tramways de toute dernière génération. C'est-à-dire qu'il y a des freins mécaniques, des freins à disque, comme on peut retrouver sur la plupart des véhicules. Il y a des freins, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais rhéostatiques qui sont plus liés au fonctionnement du moteur électrique. Et puis des freins magnétiques, ce sont des gros patins qui se calent sur les rails. Et les deux systèmes de tramway disposent exactement des mêmes systèmes de freins. Les nouvelles générations ont des systèmes informatiques qui permettent d'actionner les systèmes magnétiques un peu différemment des systèmes de 2004 qui sont, eux, pour l'autant, manuels. Pour autant, juste une précision, sur notre incident de samedi, est-ce que le système qu'on appelle anti-rollback aurait servi à quelque chose? Je suis incapable et personne n'est capable de le dire aujourd'hui. À quand remonte la dernière révision de ce tram? Je n'ai pas les dates en tête, mais les examens des cahiers de maintenance que l'on a effectués montrent qu'il était tout à fait à jour de maintenance. Comment ça s'organise, ces maintenances? En quoi consistent ces révisions et c'est à quelle fréquence? Alors, c'est des fréquences qui sont assez variables, qui sont des fréquences soit temporaires, soit en fonction du nombre de kilométriques. Et puis, on inspecte les organes de sécurité, les freins en font partie, le fonctionnement des sablières. Ce sont des petites injections de sable que l'on peut mettre sous les roues pour pouvoir améliorer l'adhérence. Et puis, le fonctionnement de l'ensemble des systèmes de portes, par exemple, qui sont aussi des systèmes de sécurité. Et donc, vous nous dites que lors de la dernière révision, tout était, chaque ligne, il y avait un feu vert? Tout a été validé? À ce stade de notre analyse, oui, ce tram était en parfaite condition pour pouvoir circuler. Et puis, dès qu'un conducteur ou une conductrice prend le tramway le matin, il a une forme de checklist pour pouvoir s'assurer que son tramway est en parfait état de fonctionnement. Les freins font partie de cette checklist, évidemment. Une dernière question, Emmanuel Ono, cette conductrice de tram, le tram qui est redescendu en arrière, s'est retrouvée, à cause de la manifestation au centre-ville, dans l'obligation de s'arrêter entre deux stations, sur une pente, dans une situation un peu délicate. Est-ce que dans l'organisation de la gestion du flux, il n'aurait pas fallu la prévenir un peu en amont pour qu'elle ne se retrouve pas dans cette situation-là, qu'elle puisse s'arrêter par exemple en gare, et du coup le tram dans lequel elle est rentrée aurait été lui-même à rotonde plutôt qu'en gare? La situation qui consiste à s'arrêter en pleine pente est une situation qui peut arriver. Il suffit qu'il y ait un malaise, un dysfonctionnement technique sur la rame qui est arrêtée à la station ancienne synagogue Léal pour que le tramway qui la suit doive s'arrêter. Et donc ça fait partie des formations, non pas simplement une formation théorique, mais une formation de mise en situation, une formation pratique de redémarrage en côte. Donc la situation qu'a vécue cette conductrice, et votre confrère en parlait tout à l'heure, est une situation qui est normale. Ce qui n'est pas normal, c'est les perturbations du réseau. Et cette accumulation de rames et ce qui provoque une désorganisation du réseau fait qu'il faut organiser des rebroussements, en l'occurrence là c'était rue du Noyer, qui perturbent énormément l'organisation. C'est ce qui a fait que cette conductrice est restée stationnée entre deux rames, et le fait de démarrer en côte ne pose aucun problème, et c'est une opération tout à fait classique. On suivra évidemment de près la suite de ces deux enquêtes dont vous nous avez parlé, Emmanuel Ono. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de BFM. Juste un mot, pardon, sur la santé de notre conductrice qui était hospitalisée. Elle est sortie de l'hôpital, mais elle reste encore très choquée. Et donc on est à ses côtés. Merci beaucoup à vous. Merci.